Alors, bienvenue encore pour cette nouvelle session de notre training sur e-commerce. Le thème du training ou de la session de formation étant maîtriser et lancer son e-commerce sans capital initial. J'espère que j'ai déjà eu à expliquer pourquoi est-ce qu'on dit qu'il sera possible de lancer son e-commerce, son business, sa boutique de vente en ligne sans capital initial. Justement, il est des questions comme ça de analyser les stratégies de produits gagnants, de marketing et vente sur les réseaux sociaux. Parce que si on dit, n'est-ce pas, vente en ligne, c'est qu'il y a seule chose qui sont en ligne que je sache, c'est les réseaux sociaux. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va comme ça aller. Non, nous sommes encore sur le module 2 et vous allez voir. Le module 2, c'est ce que nous avons commencé la dernière fois. OK? Le module 2 parlait de la détermination de la niche et de la recherche, de la sélection des produits. Lorsqu'on dit produit, on parle bien sûr de produits gagnants. Le produit que tu choisis, en principe, devrait être un produit gagnant. La première séance ou la séance précédente de ce même module, on avait parlé de l'identification de la niche. On a pu voir comment est-ce que la niche est importante dans le succès ou la réussite de ton e-commerce. Aujourd'hui, on va parler du reste de ce chapitre, qui n'est autre que la définition du produit gagnant, notamment les critères. On va parler de la réalisation de l'étude de marché, analyse de tendances. On va parler, n'est-ce pas, des outils qu'on peut utiliser ou alors des ressources qui peuvent nous aider à avoir une tendance sur le marché, puisqu'on va voir bien sûr qu'il faut faire une étude de marché sur le produit, bien sûr. Et on va voir en quoi consiste l'étude de marché pour ce produit-là, différent de l'étude de marché, n'est-ce pas, pour la niche. Alors, on va évaluer la concurrence et la demande des produits potentiels. Quels sont les éléments qu'on pourrait utiliser pour évaluer? On va partager cela dans un instant. Sans plus tarder, alors, let's go. Alors, pour créer un e-commerce prospère après le choix de sa niche, il est crucial de trouver des produits gagnants qui répondent aux besoins et aux désirs des clients. C'est important. Après que tu aies trouvé ta niche, il est question comme ça de faire quoi? De pouvoir trouver des produits qui répondent aux besoins et aux désirs des clients. Et dans ce système, l'étape primordiale consiste donc à définir les critères et caractéristiques qui constituent ce produit-là que tu veux vendre ou ces produits. Parce qu'évidemment, tu peux vendre plusieurs produits. Dans une seule niche, tu peux vendre plusieurs produits. On a vu à le voir. Alors, celui-ci doit répondre à un problème spécifique et offrir une solution. On parle du produit. Le produit doit répondre à un problème spécifique, n'est-ce pas? Et offrir une solution unique et attrayante. Il doit également posséder des avantages concurrentiels par rapport à d'autres produits. Évidemment, ton produit que tu apportes peut être un produit qui va créer de la concurrence à un autre produit, qui peut être le produit de la même famille, qui peut être un produit différent, mais un produit qui satisfait le même besoin. J'ai eu à vous dire que euh, deux produits qui ne se ressemblent même pas, qui n'ont pas en principe raison de se faire concurrence, peuvent satisfaire le même besoin. Quelqu'un peut avoir chaud, il préfère, n'est-ce pas, mettre un ventilateur ou un climatiseur. Quelqu'un d'autre peut préférer plutôt ouvrir les fenêtres pour avoir l'air frais. Il habite au troisième niveau d'un étage, il ouvre toutes ses fenêtres, il reçoit l'air partout. Alors que quelqu'un d'autre, pour satisfaire le même besoin de chaleur, va plutôt fermer les fenêtres et mettre un climatiseur. Vous voyez là que tu satisfais le même besoin en utilisant deux outils bien différents. L'air qui vient dehors, contrairement à l'air qui vient du climatiseur. Et ça, il peut s'agir, n'est-ce pas, des produits. Il y a des produits, lorsqu'on va en pratique, on va échanger avec vous. Un produit peut ne pas ressembler à un autre, mais satisfaire le même besoin. Okay? Donc,
Voilà, on vient de dire que le produit doit répondre à un besoin, à un problème spécifique et offrir une solution unique et attrayante. Ce produit doit posséder des avantages concurrentiels par rapport à d'autres produits similaires sur le marché. Et je vais le dire, ça peut être des produits qui ne se ressemblent même pas. Ce qu'on vous donne ici, c'est une information, mais il y a d'autres éléments peut-être qui ne sont pas ici parce qu'on ne peut pas vous donner tout. On ne peut pas vous rendre confiant dedans. Exactement, beaucoup trop de choses pour vous décourager, mais ce qu'on partage avec vous, si vous vous concentrez au moins sur ça, vous allez succéder dans votre ambition de e-commerce. Évidemment, pendant les séances pratiques, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas partagées ici, qu'on va voir parce qu'il sera question d'implémenter tout simplement. Alors, il s'agit par exemple de quoi? Il s'agit pas d'un prix compétitif, il s'agit de la qualité du bien qui peut être supérieure, il s'agit de la commodité, ou alors il peut s'agir d'une forte marque. Tu peux te baser plutôt sur la marque. Par exemple, Coca-Cola, c'est une marque. Apple, c'est une marque. Tout ce que Apple fait, même si ça peut ne pas être bon, Apple vend déjà son nom. Sa marque, c'est déjà quelque chose qui pèse fort. Pareil pour Samsung, avec le téléphone également. Il y a beaucoup de marques comme ça. Nike, quand Nike sort un produit, ça peut ne pas être aussi bon que, c'est pas trop quoi, Fila, mais les gens vont solliciter Nike parce que Nike vend d'abord sa marque, elle a une marque forte. Même si elle fabrique une chaussure qui n'a rien à voir, qui ne ressemble à rien, beaucoup de personnes vont d'abord avoir envie d'essayer. Okay? Donc, voilà quelques éléments qui peuvent nous indiquer sur comment on peut euh, nous orienter pour déterminer un produit. Parce qu'il faut savoir, quelqu'un peut avoir déjà une boutique de e-commerce. Il a envie d'un nouveau produit. Ceci va s'appliquer. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont en train de se lancer dans le e-commerce. Ou encore, ça peut permettre que les gens qui ont des boutiques dans leur e-commerce puissent évaluer, même s'ils ont déjà acheté ce qu'ils vendent, puissent vraiment évaluer, suivre plus ou moins les étapes que nous allons traverser ici, pour évaluer en fait ce qu'ils vendent déjà, pour voir ce qu'ils vendent euh, remplissent plus ou moins les critères, ne serait-ce que 50% ou 60%, voir à quel niveau de pourcentage est-ce que ce qu'ils vendent remplissent les critères qu'il faut surtout faire pour se lancer dans le choix du produit quand il s'agit de e-commerce. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va donc dire, la première chose à laquelle on va penser, il faut définir, n'est-ce pas, les critères et caractéristiques. Comprenez, comprenez les critères essentiels d'un produit gagnant, tels que la demande du marché, OK? La rentabilité, la facilité d'expédition et de stockage, et la possibilité d'ajouter de la valeur supplémentaire à ce que vous allez faire. Tout se regroupe ici, OK? Les critères essentiels, c'est le fait qu'on va entrer dans d'autres détails, on va voir d'autres choses, mais vraiment, au début de tout, vous lancez dans un produit, dans un e-commerce. Dans un e-commerce, il faut comprendre les critères essentiels d'un produit gagnant. Un produit gagnant, tu ne peux pas le faire si tu n'as pas pris en compte et vraiment gagner ce produit, alors que c'était juste, alors que tu l'as juste pris. Ce sera une chance. Il faut que tu sois la personne la plus chanceuse du monde. Il y a des chanceux. Tu peux juste prendre un produit et puis pouf, le produit, il donne. Okay? Juste parce que tu as vu le produit te plaît. En fait, tu l'as fait peut-être parce que tu aimes le produit. Et puis ça, on a dit tout à l'heure que dans le choix du niche, tout ça, il faut avoir des préférences. Il faut voir ce qu'on aime. Alors, ce qu'on aime peut nous pousser à prendre un produit, peut-être qu'il ne va pas gagner sur le marché, mais peut-être qu'il peut gagner aussi. Mais on dit en général, essayez autant que vous pouvez, avec vos moyens de bord, comme on dit souvent. Mais également, notre but, c'est de partager avec vous les éléments que vous pouvez utiliser euh, dès que vous faites, pour que vous fassiez votre travail, votre homework, comme on dit souvent ici. Alors, la demande du marché, la rentabilité, la facilité d'expédition, le stockage, la possibilité de la valeur supplémentaire. La demande du marché, c'est pour savoir combien de personnes demandent ce produit-là. OK? Tu ne peux pas prendre un produit qui n'a pas de demande sur le marché, à moins que tu sois capable de créer la demande. Il y a eu à dire que les entreprises qui sont très fortes peuvent créer des produits qui n'ont pas de demande sur le marché. Mais ils sont tellement forts, ils ont une force, une équipe, une expertise pour créer, pour stimuler en vous un besoin. Ça devient la demande. OK? Donc, alors, la rentabilité, tu ne pourras pas prendre un produit, ce n'est pas rentable.
il va s'en dire que même s'il a la demande et que tu ne vois pas comment est-ce que tu vas faire le chiffre d'affaires, ce n'est pas la peine. Okay? Dans la rentabilité, dans le chiffre d'affaires, maintenant, on va pouvoir voir pendant ce programme qu'il faut pouvoir utiliser, travailler sur la marge. Quelle marge est-ce que je peux avoir dans ce produit? Il faut utiliser ça. Ne pas seulement regarder qu'il faut acheter, qu'il y a les ventes, mais il faut pouvoir, n'est-ce pas, travailler sur la marge bénéficiaire. Alors, la facilité d'expédition. Si tu as un produit, imagine un peu que tu vends des fauteuils. How easy it is for you to ship, couch. Comment est-ce que c'est facile? Quelle est la facilité qu'il y a de pouvoir expédier des fauteuils ou des frigos à quelqu'un? OK? Ça dépend de tes moyens. Il peut avoir, puisqu'on sont les produits qu'on vend, non? Donc, est-ce que tu as les moyens pour pouvoir t'investir pour la livraison efficace des fauteuils ou bien des frigos, des gros frigos là? En général, la réponse va dépendre de vous. Mais on ne va pas trop conseiller. OK? Parce que quand tu te lances, lance-toi avec des produits qui sont faciles, n'est-ce pas, à acheter, facile à trouver des fournisseurs. Comment est-ce que tu vas trouver des fournisseurs de frigo? De façon à ce que tu aies une vraie marge. Ce sera difficile. On dit pas que n'hésitez pas, puisqu'il y a les gens qui font ce business-là. Comment tu vas trouver des fournisseurs de. Il n'y a pas de frais, pas de quoi encore. De fauteuils. Il y en a, mais ce sera difficile. Parce que la logistique sera plus complexe pour toi. Donc, il faut prendre ça en considération. Le stockage. OK. Supposons que tu veux acheter des frigos. Est-ce que tu as l'espace? Imagine l'espace qu'il faut pour stocker 10 frigos. Et imagine l'espace qu'il faut pour stocker 10 téléphones. Si tu veux prendre le téléphone, 10 téléphones, tu peux les mettre dans ton sac, dans un petit nylon, tu peux les stocker. Par contre, 10 frigos, pourtant le prix peut être le même. En fait, le prix du téléphone peut être plus élevé que le prix d'un frigo. On se comprend un peu. Et la possibilité d'ajouter de la valeur supplémentaire, oui. J'ai eu à dire la fois passée qu'il faut penser à créer de la valeur dans ce que vous vendez. Ok, c'est parfois ça qui crée la différence. J'ai eu à expliquer comment est-ce qu'on peut mettre de la valeur sur l'offre qu'on apporte ou encore même sur le produit qu'on apporte. Ça peut être ne serait-ce que sur l'emballage même. L'emballage seulement peut donner plus de valeur parce que le consommateur est parfois influencé par la psychologie. Ce qu'il voit à ses yeux et qui est tellement attrayant pour le pousser à acheter le produit, même si le produit c'est le même qu'un autre produit en fait qui n'a pas d'emballage mais qui a les mêmes propriétés. Donc, voilà, il y a les produits dont tu ne peux pas apporter de la valeur supplémentaire. Okay? Voilà. Il faut identifier les caractéristiques recherchées d'un produit gagnant, comme on disait tantôt, telles que l'innovation, la solution à un problème courant. Ton produit peut être une solution, ou en fait, toi, si c'est une solution à un problème courant, tu as presque gagné. OK? Beaucoup de personnes vont vendre des produits tout simplement parce que il y a de la demande. Mais si tu parviens à vendre un produit qui a une solution à un problème, c'est pour ça, chaque business que j'entreprends, je m'arrange à ce que ce soit une solution, en fait. Et ça fait que tu as déjà moins de concurrence dans tous les business que j'entreprends. Arrange-toi à voir qu'il n'y a vraiment pas de solution, en fait. Qu'il n'y a pas cette solution-là, en fait. OK? Ça peut être un produit. Par exemple, parlons par exemple, du remède de sida, par exemple. Je ne sais pas encore s'il y a vraiment un médicament. S'il y en a, je ne suis pas au courant. Imagine que tu sois reconnu par l'OMS comme ayant un produit pour soigner le sida. Imagine ce que ça peut faire. Okay? Et c'est sûrement pour ça qu'il y a la bagarre dans tout le monde entier. Je suis sûrement sûr qu'il y a sûrement des gens qui ont ce médicament. Quand ils disent qu'on sache, ça veut dire qu'ils soient officiellement reconnus comme étant ce médicament pour le VIH. Alors, si tu l'as, tu seras la personne la plus riche de la planète. Si tu es reconnu à avoir le VIH, tu seras la personne la plus riche de la planète. Je n'ai pas dit de ton pays ou de ton continent. J'ai dit de la planète. Voilà. Donc, imagine que tu vends un produit qui est plutôt une solution. Il y a la différenciation. La différenciation vient de plusieurs niveaux. Ça peut se rapprocher à ce que j'ai appelé la valeur supplémentaire. Donc, tout ceci doit se faire par rapport à la concurrence. Alors, lorsqu'on évolue, qu'est-ce qu'on peut faire dans le choix et la recherche du produit gagnant? Il faut effectuer des recherches. Okay? Il faut effectuer des recherches de marché, ce qu'on appelle études de marché.
et une analyse de la tendance. OK? Alors, une fois que les critères d'un produit gagnant ont été établis, il est temps d'effectuer, n'est-ce pas, des recherches de marché et faire une analyse des tendances. OK? Cette étape permet de comprendre les besoins actuels et futurs des clients, ainsi que les tendances émergentes qui pourraient, n'est-ce pas, influencer le choix de l'achat. Donc, je suppose que tout le monde comprend à ce niveau-ci. Alors, apprenez à mener des recherches approfondies sur le marché pour comprendre les besoins, les tendances et les comportements des consommateurs. C'est important de le faire si vous avez les moyens. Le but ici, c'est de vous dire comment est-ce qu'on pourra faire. Et dans la pratique, on va prendre un produit, on pourra me demander à l'un de vous de partager un produit qui compte vendre. On va comme ça faire l'étude en live pendant la phase d'implémentation pour que chacun puisse, n'est-ce pas, voir comment ça se passe et soit capable, n'est-ce pas, de le faire avec son propre produit. OK, c'est ça le but du training. Ce training, à la fin, on devrait pouvoir voir tout le monde être en train de vendre son produit avant la fin du training. Alors, les données de marché et les analyses de tendance peuvent être obtenues à partir de nombreuses sources et outils. Oui, ça c'est vrai en plus. Il y a plusieurs moyens, n'est-ce pas, d'avoir des données, d'avoir une analyse de tendance sur le marché. Alors, par exemple, des sources comme les enquêtes de marché et des rapports d'analystes. On sait bien sûr qu'il y a des économistes, qu'il y a des gens qui sont experts, qui de façon périodique font des analyses et les publient dans des endroits, soit des livres, soit des sites, n'est-ce pas, qui permettent, n'est-ce pas, et ce sont des outils que parfois le gouvernement même utilise pour prendre des décisions, ou les grandes entreprises exploitent pour prendre des décisions. Parce que ces experts sont payés à de fortes sommes. Ils sont plus experts que nous tous réunis, parce que ce n'est que ça qu'ils ont fait. Et ce qu'ils donnent comme information permet aux gens de faire ce qu'on appelle take informed decision. Ils prennent des décisions en prenant en considération l'analyse que des experts ont fait. Ils se servent de ça. Donc, oui, effectivement, il faut parfois faire recours à ça. Il faut aussi regarder les plateformes de vente en ligne. La plateforme de vente en ligne également pour vous référer sur comment est-ce qu'un produit est en train d'avoir de l'influence en fonction du nombre de ventes mensuelles. Parce qu'on va, n'est-ce pas, voir les utiles qui peuvent permettre de voir sur un marché combien d'articles sont sortis, n'est-ce pas, dans un mois, dans une journée même, ou alors dans un an, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça qu'on va dire qu'il faut utiliser également des outils tels que Google Trends. Google Trends va te donner des informations sur la tendance, n'est-ce pas, d'un produit à l'instant où je te parle. Les groupes de discussion en ligne. Yeah. Dans les groupes de discussion, pour également voir, avoir une tendance du moment par rapport à un service, par rapport à un produit. Cela va sans dire. Quand quelque chose chauffe, ça se fait dire dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Facebook, partout dans la communauté. Alors, dans les forums, dans les blogs, dans les réseaux sociaux, pour identifier les tendances émergentes et les opportunités de marché. Quand on cause comme ça, il faut savoir de tirer du jeu. Par exemple, si on dit, voilà, tu comprends, tout le monde dit, voilà, à l'heure, c'est là, vraiment le produit que tout le monde doit avoir, ou alors le téléphone que tout le monde doit avoir, c'est le Samsung. Okay, imagine que chacun dise dans un forum, dans 10 forums où tu te trouves, on ne fait que parler du nouveau Samsung, je ne sais pas trop, Samsung 35, et que chacun montre ses qualités. Qu'est-ce que tu fais? La première chose à faire, c'est que tu vas, n'est-ce pas, commencer à vendre tous les outils. Et puis, évidemment, tu vas dans d'autres sites. Je dis juste que ça parce que c'est quelque chose que tu ne payes pas. Juste parce que ça appartient à un groupe WhatsApp ou bien dans des groupes professionnels ou bien dans... Ça peut te faire penser que, waouh, son 31 qui est sorti là, c'est en train de faire un buzz. Alors, qu'est-ce que je peux vendre? Pas le Samsung parce que tu n'as pas l'habitude de vendre le Samsung, mais tous les accessoires, ça devient un business pour toi. Les chargeurs qui peuvent charger le téléphone Samsung, les écrans protectrices, on dit quoi, un écran, les écrans protecteurs de Samsung. Quoi encore? You tell me, les pochettes, les écouteurs, tout ce qui va aller avec ce Samsung-là, c'est une opportunité pour toi.
OK? Donc, j'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. Alors, familiarisez-vous avec les outils de recherche de produits tels que Jungle Scout, Helium 10, AM, c'est Amazon Scout. Donc, ça, c'est plus ou moins, c'est pas tout. Également, lorsqu'on va aller en pratique, on va, n'est-ce pas, voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces éléments et d'autres également, et d'autres outils également qu'on peut utiliser pour trouver des produits populaires et évaluer leur potentiel de vente. Combien ces produits, généralement, ces plateformes, ces outils, parfois, vont vous dire à combien la quantité qui est sortie de façon quotidienne, parfois le prix sur le marché. Et vous pouvez même vous faire une estimation de, n'est-ce pas, de votre marge. Alors, évaluer la concurrence et la demande pour le produit. OK? Il est important de pouvoir évaluer la concurrence, la demande pour le produit potentiel. Analyser la concurrence existante en examinant les ventes, les critiques, les prix et la notoriété des marques concurrentes. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous pouvez le faire, pas pour vous, parce que peut-être vous ne vendez même pas encore, mais vos concurrents. Vous pouvez analyser les ventes que vos concurrents font. Vous pouvez voir des critiques qu'on apporte sur les produits de vos concurrents. Le meilleur élément d'avoir son produit, c'est de connaître la critique qu'on apporte sur le produit du concurrent et chercher à résoudre cette critique-là. Si par exemple, on vend, je ne sais pas trop, un article qui a une oreille, une antenne qui ne sert à rien, et puis voilà, si vous fabriquez le même produit en supprimant l'antenne. Parce que les gens vont acheter le produit chez ton concurrent et ils disent, voilà, c'est bon, mais vraiment, je ne sais pas pourquoi ils ont mis l'antenne, ça capte la beauté du produit. C'est vrai qu'ils vont dire que ça augmente le signal. Mais vraiment, j'aurais bien le produit, je l'aurais aimé plus s'il n'y avait pas d'antenne. Donc, les critiques qu'il y a sur le produit, essayez de le satisfaire. Donc, étudier la concurrence. OK? Évidemment, le prix, vous avez le prix et la notoriété de la marque. Donc, quelle est la notoriété que la marque a? Est-ce que ça permet de savoir où est-ce que vous allez vous placer? La bataille ne peut pas être sur la notoriété parce que on ne te connaît pas. On connaît cette entreprise-là. Mais ta bataille peut se retrouver au niveau, n'est-ce pas, de la critique que les gens apportent. OK? Et puis, parce que la critique est vraiment forte, ce qu'on appelle les reviews. Ta bataille peut se retrouver sur le prix. Peut-être si tu as vraiment réduit ton segment au point où la concurrence devient plus petite, tu peux bagarrer avec le prix à ce niveau-là. Mais sur le plan général macro, ce sera difficile. Sur les ventes, si tu parviens à avoir un bon segment que tu contrôles, les ventes, tu peux forcer la bataille dessus parce que la communication que tu fais par l'intérieur n'est pas la même communication que la grande entreprise qui est forte, qui a un nom et est en train de faire. Elle est en train de faire une communication générale. Alors, tu as spécifié ton segment, tu leur adresses ton message, tu satisfais leurs critiques, et puis voilà, tu n'as pas de part de marché. Alors, utilisez des outils de recherche, des mots-clés tels que SEMrush ou Ahrefs pour évaluer la demande et l'intérêt des consommateurs pour un produit donné. Dans ces outils, comme vous allez voir, vont vous aider dans tout ce qu'on va faire lorsqu'il s'agit de recherche de produits gagnants. Alors, l'autre élément qu'on va partager ici aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, on a dit qu'on évalue la concurrence. On va également effectuer une analyse de la rentabilité. J'ai dit plus haut que ça ne va servir à rien de vendre un produit si on n'est pas en train de voir que c'est rentable. Alors, il faut pouvoir calculer le coût de production de ce que tu veux vendre. Il faut pouvoir avoir une estimation, ne serait-ce que des frais d'expédition. Il faut connaître les frais de stockage. J'ai dit tantôt que stocker 10 ordinateurs, 10 frigos, ça va te coûter nettement plus cher que de stocker 6 ordinateurs ou même 10 laptops, n'est-ce pas? Pour pouvoir avoir des frais de marketing. En fonction du produit, les coûts pour le marketing d'un produit peut être plus élevé qu'un autre. OK? Et le coût associé, et autres coûts associés, il y aura bien sûr des coûts associés. Je n'ai pas besoin de te le dire, quand tu vas te lancer, tu vas avoir d'autres petits coûts qui vont intégrer en fonction de ton produit. Tu fais tout cela pour évaluer la rentabilité potentielle du produit. OK? Une fois que tu as fait, ça c'est pour le niveau des ventes. Si tu vends vraiment, ça veut dire que tu connais ton prix de vente et tu as ton coût de production. Il faut donc considérer les marges bénéficiaires souhaitées.
pour voir si tes marges sont ce qui te permet de soutenir ton business, quoi. Si la marge est trop faible, tu ne sais pas quand est-ce que, après combien d'années est-ce que tu seras capable d'avoir, je ne sais pas, une marge de 1 million ou bien 1 milliard. Si ton but, c'est de pouvoir avoir 1 milliard en 5 ans, la marge que tu es en train de faire là, si tu multiplies la marge par 5 ans, est-ce que tu as fait 1 milliard? Non. Peut-être que tu vas laisser tomber. OK? Si après ça, ça donne plus de 1 milliard, tu dis, oh, c'est au-delà de mes attentes. Donc, voilà un peu le return investment. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut évaluer la faisabilité logistique. On a eu à dire ici qu'il faut pouvoir, n'est-ce pas, connaître le coût, mais aussi le défi logistique, c'est quelque chose de très important. Ça concerne surtout l'approvisionnement en produits. On a dit l'expédition et le délai de livraison. L'expédition peut être bien, mais le délai de livraison prend tellement de temps que même si le coût de livraison d'expédition était faible, ça crée toujours un handicap parce que c'est tellement long. Pour pouvoir faire des recherches, pour voir où se trouvent les meilleurs offres en termes de logistique. Évidemment, en prenant en considération la restriction géographique, il peut y avoir des États ou des villes où certains produits ont des restrictions pour entrer. Il faut pouvoir savoir ça parce que, comme on a dit, c'est un marché qui est partout. Tu n'achètes pas un produit qui après, finalement, tu as acheté ou alors tu vends. Mais après, tu ne peux pas le livrer là où tu es en train d'envoyer parce qu'il y a des restrictions. Peut-être qu'il faut être résident de ce pays-là pour vendre dans ce pays, par exemple, restrictions géographiques. Il faut pouvoir prendre en considération cela quand tu es en train de faire ton produit. Puisqu'un produit, quand c'est ship, on voit d'où c'est sorti pour entrer. Alors, évaluer la comptabilité avec les solutions de stockage et de livraison en tenant compte de évaluer la compatibilité, j'allais dire. Parce qu'il faut prendre en considération, n'est-ce pas, comme on a dit, le stockage et la livraison, surtout la taille, le poids et la fragilité du produit. Si un produit est trop fragile, il faut prendre des conditions. Donc, il faut vraiment faire attention dans ce que tu es en train de faire quand tu achètes un produit. La taille, le poids, la fragilité sont des éléments également qu'il faut prendre en compte. Pour la logistique, parce que ne te lance pas dans un business, ne commence pas à vendre les œufs en ligne. C'est pas toi. Si tu as une boutique, OK, tu vends les œufs, tu peux, n'est-ce pas, prendre les œufs, arrêter ces œufs-là, donner aux clients. Mais si c'est qu'il faut chercher une moto, donner, je sais pas, 2 plateaux, d'aller livrer à quelqu'un, c'est fragile. Si la moto te dit qu'elle a trébuché, les œufs sont tombés, tu as fait comment? Tu vas l'arrêter. Ça ne change rien. Avant même que tu l'arrêtes, tu vas devoir faire une autre commande pour envoyer au client ou alors le rembourser. Donc, est-ce que tu as les conditions en termes de logistique pour vraiment être sûr que tu vas livrer les œufs sans qu'elles ne se cassent? La question, la réponse est à toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une fois qu'on a fait ce qu'on a dit là, la dernière chose qui reste à faire, c'est de valider le potentiel du produit. Alors, comment valider le potentiel du produit? La chose la plus facile, la plus simple, c'est faire des sondages. OK? Par exemple, euh, une façon de valider, c'est quoi? Les compagnies brassicoles, ce qu'elles font, c'est qu'elles convoquent des gens. Elles convoquent des gens comme ça. Elles leur donnent le produit de consommer gratuitement. Et j'ai parti pour moi 2 fois au Cameroun. Je ne sais pas comment elles ont fait pour me choisir 2 fois. Je ne sais même plus quelle compagnie c'était. Mais on te prend, on te sert le produit, tu bois, tu vas en augmenter, tu bois encore, on te donne ton avis. On te pose les questions sur le produit. On te demande à combien tu achèteras ce produit-là, par exemple. Tu dis à combien tu peux acheter. On te dit, est-ce que si on te met ça à ce montant, est-ce que tu vas acheter? Donc, voilà comment on fait. Ils font pour avoir n'est-ce pas, des éléments réels qui viennent du consommateur. Tu peux également faire un sondage, n'est-ce pas, une enquête. Euh, lance une enquête sur les gens dans la ville ou encore en ligne pour pouvoir avoir l'avis des gens sur un potentiel produit. OK? Maintenant, il y a les précommandes. J'ai eu à parler la dernière fois que beaucoup de produits en ligne, parfois se font sur précommande. Bien sûr, je ne parle pas du dropshipping. Le dropshipping, c'est quelque chose quand tu achètes, quand tu vends, c'est le client en fait qui passe la commande et que tu vends sans avoir la quantité. Mais le produit existe déjà. Je parle au niveau où tu es au niveau, tu n'est-ce pas, veux fabriquer ou bien tu veux choisir un produit pour vendre. Tu peux prendre des commandes alors que tu n'as même pas encore de produit.
n'est-ce pas? Tu peux même officiellement dire que le produit sera sur le marché tel jour, alors que tu n'as même pas encore fabriqué. Tu as vendu le produit, vendu les caractéristiques. Chacun, même sans avoir vu le produit, en est déjà amoureux. Parce qu'il y a bien certains sondages que tu as fait. Puisque c'est un produit que toi-même tu as essayé, tu as consommé toi-même. Mais seulement tu n'étais pas encore investi sur la production, j'ai envie de dire, industrielle ou à grande quantité de façon que tu puisses vendre. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à vendre sur le marché, tu dis, un peu comme un film où on dit la sortie au tel jour, n'est-ce pas? Un peu comme un bar où on dit, voilà, l'ouverture du bar, c'est tel jour. Vous pouvez passer vos commandes. Ceux qui passent vos commandes à l'avance, n'est-ce pas, auront droit à, je ne sais pas trop quoi, une bière gratuite sur leur commande. Mais plein de personnes vont faire des réservations à l'avance. Provisionner. Il y a beaucoup de stratégies, OK? Quand vous y serez, vous êtes bloqué, faites-nous signe, nous pourrons vous accompagner. Imagine un peu, vous vendez un livre. Tu peux vendre un livre si tu vas en ligne. C'est quand tu reçois, mais surtout s'il y a une journée où il y a l'ouverture officielle, tu as vendu l'histoire qui est dans le film, dans le livre. C'est quand les gens passent la commande que tu peux maintenant envoyer chez l'éditeur. Parce que tu es convaincu vraiment que les gens sont euh, intéressés. Et si tu as vendu pendant un mois, tu peux faire la projection pour dire que si pendant un mois, j'ai vendu 1000 livres, ça veut dire qu'en 12 mois, je peux vendre 12 000 livres. Alors, tu peux donc faire une production de 6 000 livres d'abord. Dès que tu vois vendre il y a 2 ou 3 mois, tu prends encore 6 000 livres. Tu sais que pendant les 12 mois, tu vas vendre 12 000 livres. Alors, il y a des tests de marché, il y a des échantillons. Tout ce que tu es en train de faire, c'est pour valider l'intérêt et la demande pour le produit auprès des clients potentiels. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quelque chose que tu dois faire surtout, c'est de collecter les commentaires et les avis pour affiner votre sélection de produits. Donc, quand vous finissez, essayez si vous pouvez, n'est-ce pas, d'obtenir des commentaires et des avis, n'est-ce pas, des potentiels clients pour pouvoir vraiment affiner votre produit. Je pense que à ce niveau, si tu atteins ce niveau, tu aurais traversé toutes les étapes primordiales que tu as besoin pour avoir, n'est-ce pas, un produit gagnant. Ça veut dire un produit dont tu as plus de chances de pouvoir vendre et te faire du profit. Ce n'est pas seulement vendre, mais c'est te faire du profit. Évidemment, il y aura des personnes qui ne pourront pas avoir du temps ou des ressources ou je ne sais pas trop quoi pour aller crescendo étape par étape pour checker, comme on dit souvent, vérifier ceci. Mais au moins, si tu fais au minimum 50% ou 75% de ceci, de plus tu participes dans ces tests, plus tu augmentes tes chances, n'est-ce pas, d'avoir un produit qui se soit gagnant. Ce n'est pas pour dire que tu ne fais pratiquement pas ça. Tu es garanti d'échouer. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, tu aurais pu jouer plus sur la chance que sur un processus. OK? Et une fois que j'ai dit ceci, en combinant ces différentes étapes de recherche et d'évaluation, vous serez en mesure de sélectionner des produits gagnants pour votre entreprise de e-commerce, OK? En tenant compte de la demande du marché, de la rentabilité et de la faisabilité logistique. Voilà les trois éléments. La demande du marché, la rentabilité. La rentabilité inclut beaucoup de choses, c'est-à-dire le coût, les ventes et tout ça. Dans la faisabilité logistique, tu vends ce que tu ne peux pas livrer. Avec. Tu ne pourras avoir que de mauvais avis parce que les gens ne vont pas recevoir ce qu'ils ont commandé ou ça va toujours venir en retard et tu auras des problèmes. Donc, ici, ça en sonne comme ça à la fin de cette partie du cours. Alors, je veux savoir si vous avez une question ou une préoccupation ou un commentaire par rapport à cette partie du cours. OK. Y a-t-il quelqu'un qui a une question particulière ou bien ça va? Vous êtes mieux aujourd'hui. Allô? Oui, Emmanuel. J'espère que c'est lui. Oui, oui. J'ai noté ce que tu as expliqué. Maintenant, je voulais revenir un peu. Quels sont les outils qui vont nous permettre
de parcourir toutes ces différentes étapes? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un site ou un logiciel, ou alors c'est nous-mêmes qui allons définir notre stratégie de manière fabriquée, ou alors il y a un mécanisme qui a déjà été mis sur pied? Il y a, n'est-ce pas, il y a un mécanisme. Nous sommes ici sur la page pratique théorique, parce que je me suis dit qu'il faut commencer par la théorie. Lorsqu'il commence par commencer à travailler des choses à l'écran, à la fin, quand quelqu'un raccroche, il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas pourquoi il était dans ce site. Il peut ne pas se rappeler. J'ai voulu commencer, bien sûr, par la théorie pour vous dire comment ça se passe. Sur la phase pratique, on ne va pas trop parler. On va seulement dire qu'aujourd'hui, on va entrer et voir comment est-ce qu'on peut faire la recherche du produit. Et on va, n'est-ce pas, choisir, on pourra lister 10 plateformes, 10 logiciels, 10 sites qu'on pourra utiliser. Mais on va peut-être prendre 2 ou 3, n'est-ce pas, pour dire, voilà, on expérimente ce qu'on a vu. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'outils. Vous ne devez pas fabriquer. Vous n'allez pas refaire la roue. OK? Donc, on va partager avec vous. Et dans ce cours, il y a quelques-uns que j'ai eu à partager. Et sur la pratique, on va donc implémenter le choix ou les critères de sélection, n'est-ce pas, du produit gagnant. Okay? Le critère de sélection en tant que rentabilité. On va voir comment est-ce qu'on peut faire pour tenir compte de la possibilité de vendre un produit ou alors de la possibilité de pouvoir faire du profit sur un produit. Et aussi de voir comment est-ce qu'on peut créer, on peut, n'est-ce pas, augmenter de la valeur sur un produit. On peut voir comment, on peut voir, OK, ce produit est vendu comme ça. Si on prend ce produit et qu'on on augmente la valeur en faisant ceci, même si on le vend au même, on va se démarquer par rapport à la concurrence. On va voir ça lorsqu'on implémente, on fait l'implémentation. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, Emmanuel. OK, y a-t-il une autre question? On va prendre juste 2 autres questions et puis je pense qu'on va se séparer. Je n'ai pas voulu que ce cours aujourd'hui soit long parce qu'en fait, ça, nous sommes dans le module 2. La dernière fois, on a passé beaucoup de temps sur la première partie qui était la niche. J'ai voulu que ce soit, on est juste en train de finir le module 1, le module 2. Et je n'ai pas voulu mélanger les deux. Ça aurait été vraiment très long. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ou bien est-ce qu'il y a une préoccupation particulière ou c'est bon? Si c'est bon, ça veut dire qu'on va se retrouver euh, jeudi pour la prochaine séance. Et comme j'ai dit, rappelez dans le groupe pour que je partage avec vous le lien pour pouvoir accéder au replay du cours. Pour ceux qui parfois, pour des raisons ou pour une autre, pourraient rater certaines parties, n'est-ce pas, du training. OK. OK. Merci bien pour cette autre séance de ce S'il te training de... plaît, Oui. yeah. Mhm. Excuse-moi, je me rappelle, j'avais aussi posé ce problème parce que la semaine dernière, les 2 cours de lundi et jeudi, donc je n'ai pas pu aussi être Il faut, présent. oui, il faut, n'est-ce pas, poser ça dans le groupe. Si c'est pas Ah, seulement tu vas te d'accord. poser en privé et que tu vas sûrement regarder que je n'ai pas regardé le message. Ah, C'est parce que je d'accord. ne veux pas. Donc, poser ça dans le groupe. Tous les messages qu'on a dans le groupe, je suis rapproché, je suis plus proche de là. OK? Parce Bien que noté, merci. la préoccupation qu'une personne pose peut être la même que d'autres personnes ont, mais parfois qui n'ont pas le courage d'exposer. OK? Par exemple, D'accord. ce que tu es en train de dire, c'est ce qu'une personne a dit avant que tu ne te connectes. Ah, d'accord. Tu vois que si la personne avait posté, ce qu'on avait satisfait, tu en aurais bénéficié, right? Tout à fait. Voilà. Donc, j'encourage que vous posez la question dans le groupe, surtout si c'est vraiment dans le cadre du cours. Yeah. OK, donc, on va comme ça dire qu'on va se prendre à la séance prochaine, si peut à Dieu, entre-temps, poser des questions dans le forum. Merci et prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.